Bonjour et bienvenue sur Motion Café. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel pour faire une animation 3D de type MoGraph. Donc, MoGraph, c'est quelque chose qu'on retrouve exclusivement dans Cinema 4D et on va voir comment faire ça sur After Effects sans plugin payant. Pour cela, nous allons dans un premier temps réaliser l'éclairage, donc faire son setup, créer des cubes sous After Effects, puis savoir comment éclairer les cubes. On va voir comment on va pouvoir jouer sur différents réglages pour régler une bonne ambiance. Et après, nous allons donc, à partir de calques de forme, créer plusieurs cubes, les animer et les relier à un effecteur pour pouvoir contrôler une transition de ce type. Pour cela, nous aurons besoin du script de Nicolas Dufresne de Duduf, qui est Duke Bassel, vous avez déjà dû en entendre parler si vous êtes ici. Et c'est un script qui est sous licence libre et gratuit, mais je vous conseille quand même d'aller sur son Patreon pour le soutenir. Vous aurez accès à des posts et aussi des fois d'autres outils qui sont autres que Duke et qui peuvent être très très utiles. Bref, nous allons commencer tout de suite l'exercice, le tutoriel, et nous allons créer un nouveau projet. Donc nous allons créer une nouvelle composition. En 1920 par 1080, je vais remettre en intégrale et on va l'appeler transition 3D. La première chose que nous allons faire, c'est créer un solide. Donc CTRL Y pour le solide. Je vais le renommer background rouge. Donc j'ai choisi un rouge vraiment très très coloré. Plus tard, en passant en 3D, on va perdre un peu généralement avec les réflexions de saturation. Donc c'est bien de partir sur des couleurs un peu pétantes. Après, vous faites comme vous voulez. Et je vais créer un carré. Alors pour créer un carré, le plus simple, c'est de double-cliquer sans sélectionner notre solide, de double-cliquer sur l'outil rectangle. Donc là, directement, j'ai eu la même couleur, parce que j'avais déjà fait. Donc si jamais vous ne l'avez pas comme ça, vous faites un petit coup de pipette en arrière-plan. Là, je cache, je prends ça, un petit coup de pipette, et c'est parti. Je vais l'appeler d'ailleurs cube 01. Et pour en faire un carré, ce que je vais faire, je vais appuyer 2 fois sur U. Donc quand vous appuyez une fois sur U, ça affiche les propriétés animées. Et quand on appuie 2 fois, ça affiche les propriétés qui ont été modifiées. Donc là, comme on a double-cliqué, on a une taille prédéfinie. Si j'appuie sur U, ça me montre la taille de mon rectangle. Quand on va faire plusieurs cubes, quand on a vu, le mieux c'est d'avoir quand même une taille de cube qui soit facile à utiliser. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un cube qui est en 127.7, si vous voulez faire des multiples de ça, ça va être un peu plus compliqué à calculer. Tandis que si on fait des cubes de type 150 par 150, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, nous allons les passer en 3D. Donc, on va les sélectionner. Vous appuyez sur F4 pour faire apparaître les options. Et on va mettre en cube. Alors, normalement, vous devriez avoir ici en haut à droite quelque chose qui... le système de rendu qui se met en 3D classique par défaut. Et justement, on va cliquer sur ce bouton-là. Et on va le passer en Cinema 4D. Surtout, ne le passez pas en 3D avec lancer de rayon, qui est quelque chose d'obsolète et qui marche qu'avec certaines cartes graphiques. Vous allez souvent avoir des bugs. Et on va utiliser le Cinema 4D. On voit qu'il y a certaines choses qui sont disponibles par rapport au 3D classique et des choses qui sont désactivées. Comme par exemple, vous ne pourrez pas avoir de la profondeur de champ avec la caméra. Je vais appuyer sur OK pour le moment. Et directement, je vais aussi faire une autre chose, c'est cliquer sur la petite icône qu'il y a ici, la clé. Et vous voyez que là, j'étais en 49 au niveau de qualité. Et pour aller beaucoup plus vite, on va passer à 1. On va souvent passer à 1 pour travailler, puis on va voir un peu plus tard augmenter un peu la qualité. Surtout quand on aura les réflexions, on va falloir mettre en extrême, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plomber After Effects. Donc c'est vraiment sur les touches finales qu'il va falloir arriver dans ces zones-là. Donc au début, on va se mettre en ébauche. La première chose qu'on va faire, c'est on va, j'ai caché l'arrière-plan, on va paramétrer notre cube. On va en faire justement un cube. Je me remets vite fait, alors vous n'avez pas à le faire en 3D classique. Quand on appuie 2 fois sur A,
on a les propriétés 3D de notre calque qui se dévoilent. Donc là, on a les options de surface, on peut voir si ça projette une ombre, l'ambiance, la diffus, etc. Lorsqu'on passe en moteur C4D, nous avons des choses en plus qui arrivent. Donc là, on a déjà de l'intensité de réflexion, netteté de réflexion, etc. qui arrivent, mais on a aussi des options de géométrie, avec un style de biseau, une profondeur d'extrusion, et la profondeur, alors comment il traduit ça? Profondeur du biseau du trou. Donc pour rappel, notre carré fait 150 pixels par 150 pixels, donc au niveau de la profondeur d'extrusion, excusez-moi, on va le faire à 150 aussi, pour faire un cube parfait. Là on est de face, on voit pas grand chose, donc je vais ici cliquer là pour me mettre en vue personnalisée, et on voit que ça nous fait un cube. J'aimerais faire une animation dans laquelle le cube va faire une rotation sur lui-même. Pour cela, on va déplacer le point d'ancrage au centre. Comment faire ça proprement? Enfin, vous voyez que là, si je me mets en vue de haut, le point d'ancrage, il est ici. Je vais appuyer sur A, je vais maintenir Shift puis sur P pour faire apparaître mes propriétés de point d'ancrage et de position. Et je vais mettre 75, donc 150 divisé par 2, en point d'ancrage. Vous voyez que ça m'a centré le point d'ancrage, enfin au centre du cube, et je vais mettre 75 en position pour le remettre à sa place. Donc ça, c'est le premier paramètre, le premier paramétrage qu'on va faire sur notre cube. La deuxième chose que nous allons faire, nous allons rajouter du biseau. Donc je vais me mettre en vue personnalisée pour voir ça. Je vais me rapprocher avec la caméra, donc j'ai appuyé sur C pour prendre l'outil caméra, et j'ai cliqué sur le clic droit pour faire des zooms, des zooms. Ensuite, vous pouvez avoir le clic du milieu pour faire un déplacement latéral, et le clic gauche pour faire une orbite. Je vais appuyer sur AA, et je vais créer un biseau d'une profondeur de 2 ou 3, mais surtout on va choisir le biseau convexe. Donc angulaire, ça va faire quelque chose de très linéaire, concave, ça va creuser comme un peu dans les colonnes romaines, et convexe, ça va faire quelque chose d'arrondi. Pour l'instant, on ne le voit pas, on le retravaillera un peu plus tard, une fois qu'on va faire les lumières. D'ailleurs, les lumières, on va commencer à les faire tout de suite. Donc je vais remettre mon solide, je vais me remettre en caméra active, et je vais vous parler un peu des lumières. Car là, pour l'instant, on voit pas grand-chose, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien du tout. Donc pour les lumières, il faut généralement utiliser un setup qu'on utilise très régulièrement à base de keylight, de flicklight, etc. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer de quoi il en retourne. Donc on a une caméra et on a notre sujet, ce qui correspond à notre vue avec ici notre sujet qui se trouve là et qui est caché. Donc la première lumière, la première light qu'on va avoir, c'est la keylight, c'est la principale, celle qui va être la plus puissante, et qui va se situer à gauche ou à droite du sujet, donc pour éclairer une des faces. Il va y avoir de l'autre côté une fill light, donc évidemment si la keylight va éclairer cette partie-là, évidemment cette partie-là il va y avoir énormément d'ombres, donc la fill light va permettre de déboucher les ombres. Quelque chose que j'aime bien faire pour apporter de la nuance, c'est d'avoir une keylight qui est soit warm ou cool, donc ça veut dire qu'il va avoir une très légère lumière bleue ou orange, et la fill light qui va faire totalement l'inverse. Ça va faire un petit mélange de couleurs, alors faut pas y aller franco-franco, hein, c'est vraiment de l'ordre de 5% de saturation grand maximum, mais ça va apporter des légères nuances qui sont cool. Ensuite, on a la backlight, qui est très très importante. Donc quand on va par exemple interviewer une personne, on va rajouter une lumière derrière notre sujet qui va éclairer l'arrière de notre sujet. Généralement, on va la mettre assez haute. Ceci va permettre de faire ressortir les contours de notre sujet. C'est-à-dire qu'il va y avoir un léger trait lumineux sur les épaules, sur les cheveux ou autre. Ensuite, il y a la backlight kicker qui est optionnelle. Il y en a qui rajoutent une 4e lumière pour faire un peu la même chose que la backlight, mais venant par-dessous. Et ensuite, si vous avez un background, donc un fond, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle une background light. Donc ça, c'est juste pour éclairer le fond. Donc on va commencer à créer une lumière. Donc c'est CTRL-SHIFT-L. Et nous allons d'abord choisir le type de lumière. Alors le type de lumière, vous en aurez deux, on verra
plusieurs résultats, je vous mettrai un fichier After Effects avec plusieurs résultats et plusieurs lumières. Pour l'instant, pour la Keylight, on va choisir soit une lumière concentrée, soit une lumière parallèle. Donc pareil, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer la différence. La Spotlight, en fait, ça fait un cône. Ça fait un cône, et ce qui fait que si on met notre cône au centre et qu'on a deux cubes qui sont à droite et à gauche, étant donné que ça fait un cône, les ombres pour celui de gauche va partir sur la gauche et pour le cube de droite va partir sur la droite. Tandis que la Parallel Light, elle, ça va plus se référer à la lumière du soleil. Donc c'est-à-dire qu'en fait le soleil est tellement loin que les rayons du soleil sont parallèles quand ils arrivent sur Terre, et du coup les ombres vont être dans la même direction, vont se faire dans la même direction. Donc on va avoir quelque chose de très parallèle justement, d'où Parallel Light. La parallèle aussi, vous pouvez ne pas avoir de diffusion d'ombres, donc vous allez avoir des ombres qui vont être très franches. Donc ça fait quand même deux rendus très différents. Pour l'instant, je vais prendre le type de lumière concentrée, que je vais rappeler Keylight. Je vais mettre une intensité de 100 pour l'instant, angle du cône 90, progression du cône 80, et ça je vais laisser par défaut. Donc projeter une ombre, il faut bien le cocher, 40%, 30 pixels, et je clique sur OK. Quand nous travaillons en 3D, il faut toujours travailler avec 4 vues. C'est quelque chose de très important en fait, parce que quand on est sur une seule vue, on ne sait pas forcément où se situe notre lumière, ce que l'on fait. On sait des fois même pas si ça va en avant, en arrière, enfin c'est assez dur de se repérer. Tandis que quand nous avons 4 vues, on peut voir exactement ce qui se passe. D'ailleurs, vous voyez que là, le cube, on l'a ici, on ne sait pas vraiment où il est. Or, si je me mets dans la vue du haut, on voit que notre cube est derrière notre solide. Donc du coup, j'appuie sur P, et au lieu de le mettre à 75, je vais le mettre à moins 75, pour qu'il soit par-dessus notre solide. Ensuite, une autre chose que je vais faire, notre cube, là, on le voit toujours pas trop, je vais faire AA, et je vais l'autoriser à projeter une ombre. Alors pour l'instant, voilà, on voit l'ombre, et donc on commence à voir un peu que notre cube se démarque du fond. Maintenant, avec nos 4 vues, on va aller déplacer notre lumière. Donc là, nous avons notre Keylight, on va la mettre sur la droite. Je vais la mettre beaucoup plus en arrière. Et ce que je vais faire, je vais prendre ici le point ciblé et je vais aller cibler mon cube. Ici, je vais ajuster pour voir un peu comment ça fait. Donc là, vous voyez, j'ai un gros vignettage qui se fait par ici. Donc je vais reprendre ma Keylight et la déplacer vers la droite jusqu'à temps d'avoir moins de faire disparaître ce vignettage. Voilà. Et je vais replacer mon ciblage. Alors peut-être pas assez. Je me mets devant. Je le mets bien là. Voilà, on a un léger vignettage sur le côté. Je vais appuyer sur AA sur ma Keylight et commencer à réchauffer très légèrement. Donc vous voyez là, c'est très légèrement réchauffé. On voit un peu le réchauffement ici. Je vais le dupliquer, le renommer Fill Light et le déplacer sur la gauche. Je vais même le reculer un petit peu et je vais cibler le centre. Donc j'attends, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là on a quelque chose déjà d'un peu plus uniforme. Donc comme je vous l'ai dit, c'est fait pour déboucher. Donc là on a quelque chose de peut-être un peu trop uniforme. Donc je vais appuyer sur AA, je vais baisser l'intensité de ma fill light. Donc là je vais me remettre en une vue, histoire de voir un peu mieux. Vous voyez que là on a tout de suite un peu plus d'ombre sur la gauche, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais bleuir un petit peu, je vais refroidir la fill light.
Vous voyez, là, je suis en intégrale, je vais quand même baisser un petit peu et je vais mettre en 1/3, histoire que ça aille plus vite. Voilà, donc là, vous voyez, on commence à avoir une couleur qui est un poil différente. Je vais voir si, en mettant un poil plus, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais mettre un peu plus de luminosité. De toute façon, on va réajuster un peu après, mais comme ça me plaît un peu plus. Je vais me remettre en 4 vues, et ce que je vais faire, je vais sans doute mettre un peu plus haute. Donc, je vais faire ça devant ma keylight. Voilà. Donc là, de nouveau, on a un peu le vignettage qui revient. Je vais voir si, en mettant un peu plus sur la gauche et en recentrant, ça passe pas mieux. Alors là, c'est peut-être l'inverse du carré qui marche pas. Donc c'est l'inverted square, je crois, en anglais. Je m'en souviens plus sur le coup. Voilà, c'est ça qu'il fallait rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, plus la distance est longue, plus la lumière va s'atténuer. Donc là, on a quelque chose d'assez homogène, plutôt bien, et la filaille qui fonctionne bien, que je vais peut-être pouvoir augmenter jusqu'à 90. Voilà, je vais rester à 85. Donc là, de face, on a quelque chose qui est bien. Je vais peut-être en rajouter une autre, je vais vous montrer ça. Donc je vais me remettre sur une vue et je vais mettre en vue personnalisée. Voilà, c'est exactement ça. Au-dessus, on a quelque chose de très 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 sombre. C'est quelque chose qui est assez brut. Donc on va essayer d'enlever un peu ce côté très noir. Alors, 4 vues gauche, non, on va mettre 4 vues comme ça. Je vais dupliquer ma fill light. Je vais appeler ça douche. Donc ça va être surtout pour détourer un peu notre cube, pour pouvoir lui donner des côtés un peu plus brillants. Je vais appuyer sur P, enfin non, je vais pas appuyer sur P, je vais me mettre dans la vue de devant. Je vais déplacer la lumière en haut. Sur la vue du haut, je vais placer ma douche au-dessus de mon cube. Et à partir des différentes vues, je vais replacer le point de ciblage vers mon cube. Là, nous voyons, je clique ici dans vue personnalisée, je vais remettre en caméra active. On voit que ça fait un gros halo, on voit vraiment le cône, donc du coup, je vais mettre un peu plus haut ma douche. Histoire d'avoir quand même quelques petits... Comment dire des variations de lumière. Là, on commence à avoir des variations de lumière. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter quand même... Oui, en caméra active. Donc, je vais me remettre en une vue. Je vais rajouter une ambient light. Donc, une ambient light, c'est une lumière qui est pas réaliste, en fait, qui ne se trouve pas dans la réalité, et qui va permettre de rehausser de manière totalement égale toute la lumière dans toute la scène, en fait. Donc voilà, vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus lumineux, un peu plus peps. Maintenant, nous allons jouer sur la texture de notre cube. Donc pour jouer sur la texture de notre cube et voire même de notre fond, on va appuyer sur AA. Et tant que vous avez les deux sélectionnés, dès que vous faites la modification sur l'un, ça fera la modification sur l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends intensité spéculaire, je l'augmente à 70. Vous voyez qu'en bas, ça l'a aussi augmenté à 70. Je fais un petit CTRL-Z pour revenir en arrière, puisque là, ce que nous allons rajouter, c'est surtout de l'intensité de réflexion. Donc si je mets de la réflexion à 50%, on voit qu'on perd en luminosité. Pourquoi on perd en luminosité? Parce qu'en fait, ça réfléchit le décor. Et là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme décor? Nous avons du noir. Nous allons corriger ça en prenant, donc je vous ai mis dans les pièces jointes un EXR qui va servir de HDRI, qu'on va glisser ici dans notre panneau projet. Ah, il a du mal à le charger. Voilà, il est là. Je vais le glisser en dessous et je vais faire un clic droit dessus et chercher l'option calque d'environnement.
Donc là, même si on ne le voit pas ici dans vue personnalisée, en fait, ça fait comme une sphère qui a cette image. Donc du coup, nous retrouvons cette image dans les réflexions. D'ailleurs, si je resélectionne mes deux éléments et que je mets la réflexion à 100%, nous voyons notre image de manière très nette. Donc du coup, j'ai baissé ça à 40%. Et ensuite, je vais jouer sur l'écrêtage de réflexion et la netteté de réflexion. Donc la netteté de réflexion, je vais la mettre à 40%. Et ça va commencer à grainer notre réflexion. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais mettre à 60. Et je vais augmenter ici, avec cette icône-là de la molette, le rendu, histoire de voir déjà ce que ça donne pour de vrai, parce que là, on voit quelque chose de très grainé. Et vous voyez que ça disparaît totalement lorsqu'on est sur quelque chose de plus fort. Du coup, on va voir si je baisse pas un petit peu. Voilà, si je baisse pas un peu cet effet-là, enfin si j'augmente la netteté de réflexion, voilà, là comme ça on a quelque chose d'assez intéressant. Ça nous donne un peu du volume, peut-être 75, parce que là c'était un peu trop net. Voilà, on a quelques petites taches, on a des petites choses qui se voient, mais sans que ça soit vraiment, vraiment trop flagrant. De toute façon, ça c'est une étape dans laquelle on va passer beaucoup de temps pour avoir un rendu correct. Hein. Travailler la lumière, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On va pas non plus passer tout son temps dessus, mais vous comprenez un peu le principe. Je vais augmenter quand même la lumière ambiante, histoire de rehausser l'éclairage. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc à partir de là, on va passer à la deuxième étape. Notre setup d'éclairage est fait. Ce qu'on peut faire pour aller plus vite, on peut enlever quelques-uns des éclairages, repasser en ébauche. Je vais peut-être remettre l'ambiante histoire de voir un peu plus, voilà. Et on va commencer à travailler notre cube. Donc en fait, pour l'effecteur de Duik, il va falloir animer différentes propriétés. Donc sachez que vous pouvez tout animer. Vous pouvez animer la rotation, le point d'ancrage, l'échelle, la position, vous pouvez animer sa couleur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. La première chose, c'est on va animer sa couleur. On va faire en sorte que ça fasse une transition de couleur, que les cubes changent de couleur, en fait, selon le passage de notre effecteur. Donc pour ça, je vais appuyer sur UU. Je vais à 0 secondes, je change la couleur du fond. Et ensuite, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous pouvez mettre à 1, 2, 3, 4 secondes. Et on va changer la couleur, donc j'ai trouvé quelque chose, peut-être du bleu peut-être un peu plus lumineux. Comme ça me semble plutôt cool. Voilà. Donc là, on a déjà notre premier paramètre qui est animé. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va aller dans la position et on va séparer les dimensions. En fait, je vais faire une animation sur la position Z, mais je vais devoir déplacer chacun des cubes sur la position X, Y pour les placer. Du coup, c'est bien d'avoir juste la position Z d'animé et de pouvoir ensuite déplacer X et Y. Si jamais il y a une erreur quelque part, ce sera beaucoup plus facile que de réanimer le tout. Donc du coup, notre rectangle, notre cube fait 150 pixels par 150 pixels. Notre point d'ancrage est au milieu, donc du coup, si je mets 75 en X et 75 en Y, il va se retrouver en haut à gauche et normalement, notre cube devrait coller. Si je me mets en vue de devant, on voit que vraiment, il fait les bords de la composition. Pourtant, quand je me mets en caméra active, on voit que ça dépasse ici. Alors ça vient de la perspective. Oups, désolé. Ça vient de la perspective de la caméra. Donc, par défaut, même si vous ne mettez pas de caméra, After Effects va vous créer une caméra de 50 mm. Donc une caméra de 50 mm, ça fait que si la caméra est centrée, que vous avez un cube à gauche et un cube à droite, le cube à gauche, on verra sa face droite, et le cube à droite, on verra sa face gauche. Si je prends un deuxième cube, je le fais à droite, vous voyez que la perspective, on imagine très bien que le point de perspective est ici au centre, et les lignes vont vers le centre.
Si je crée une caméra, donc CTRL-ALT-SHIFT-C, et que je la passe en 20 mm, on va exagérer cette perspective. Vous voyez, c'est beaucoup plus allongé. Un peu comme ça. Il y a une autre technique qui peut être cool. Alors, moi, je partirais sur une caméra 50 mm pour celui-là, mais une autre technique que je vais vous montrer tout de suite, c'est la 3D ISO. Donc, la 3D ISO, il n'y a pas vraiment de caméra 3D ISO sur After Effects. Sur Cinema 4D, vous avez la possibilité. Sur After Effects, non. Mais on va pouvoir tricher. Donc, la 3D ISO, c'est une fausse 3D. C'est-à-dire que c'est une 3D dans laquelle le point de fuite, enfin, les points de fuite sont parallèles. Donc, pour cela, on va créer une autre caméra et on va augmenter la distance focale. Donc dans les presets, au maximum, vous avez 200 mm. Mais si je mets par exemple 800 mm, on va se rapprocher d'une 3D ISO. Vous voyez, on a les choses, enfin on a les cubes, donc on voit un peu la face gauche ici. Ça le fait pas totalement, mais on se rapproche du résultat. Et vous voyez qu'on est presque aux abords. Je sais pas si on peut faire une autre caméra et aller plus loin. Je vais tester ça de suite. Si je fais 1500, voilà, 1500, ça écrase encore plus. On voit pas forcément plus de détails que ça, mais ça peut être une solution. Donc ça, c'était la 20 mm, je crois. Je vais refaire une dernière en 50 mm et me baser sur ça. Je vais supprimer mon cube 2 et je vais commencer donc à enchaîner la duplication de mes cubes et les placer comme il faut. Donc du coup, je prends mon cube, j'appuie sur CTRL+D, j'appuie sur P et je vais rajouter 150, en plus 150, à la position X. Et là, ça le place bien. Donc là, ça va être une gymnastique dans laquelle on va prendre nos deux cubes, les dupliquer. Ce que je fais généralement, je prends les cubes du dessus, donc là, il n'y en a qu'un, sur le cube 3. Je vais appuyer sur P et je vais rajouter donc 2 fois 150, donc 300. Je vais déparenter le dernier cube, je vais redupliquer. Je vais prendre tous ces cubes-là et les relier au dernier que j'ai créé. Je vais me référer au cube 4 qui est donc à 525 et je vais faire sur le cube 5, donc 525 plus 150 et ça le cale vraiment au bord. Donc il faut être très précis. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de prendre un chiffre rond. Donc on va faire la même chose sur cette dernière lignée et ça devrait être suffisant. Je désélectionne le cube 9. J'appuie sur P pour le cube 9, j'appuie sur P pour le cube 8, 1125 plus 150, on se retrouve là, et je vais supprimer les derniers cubes, les déparenter, et nous allons faire la même chose en Y. Donc j'appuie sur CTRL-D, je vais les passer en jaune, hop là, j'enlève la sélection du cube 14, je les lis, P plus 150, je déparente, je les resélectionne, CTRL-D, je les place au-dessus, je désélectionne le 27, je lis tout ça au 27, P, donc là normalement non pas le X, le Y plus 300, et ce que je vais faire, je vais les dupliquer directement sans les déparenter, ça ira sans doute plus vite. Je prends le cube 53 et je rajoute 300. Voilà. Un petit dernier pour la route, mais avec les cubes jaunes. Que je vais mettre en mauve, soyons fous. Allez, fuchsia. Je les relie à ceux-là. Et je rajoute plus 150. Et je vais tous les prendre, les déparenter. Et on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire l'animation. Donc l'animation, on va appuyer sur P et on va animer tous
tous ces cubes sur Z. Donc je me mets à 2 secondes, puis c'est là où je me souviens, je m'étais mis pour la couleur. Je vais appuyer sur Z et je vais mettre à 0. Passer en vue d'en haut et déplacer tout ça derrière. Donc ça rame un peu. Derrière mon solide. D'ailleurs, je peux juste appuyer sur 76. Je vais faire 76 et non 75 pour pas qu'il y ait de contact. Des fois, il peut y avoir des petits bugs s'il y a trop de contact. Et je vais maintenir Shift R et faire la même chose. Donc là, je vais me mettre au bout de 2 secondes, je vais faire une rotation sur X. Je vais me remettre en caméra active. Je vais à 0 secondes et je vais faire 180. Voilà, comme ça, on va avoir un demi-tour de la part de nos cubes. Je vais appuyer sur U, enfin je vais réappuyer sur U comme ça, pour avoir que les images clés. Et maintenant, on va devoir toutes les sélectionner. Donc vous allez voir, ça va être une étape passionnante, puisque dès qu'on sélectionne beaucoup trop de calques, là il y en a quand même pas mal, hein, je crois, il y en a peut-être plus d'une centaine. Je ne saurais pas dire, mais il y en a beaucoup, ouais, il y en a une petite centaine. Ça va commencer à ramer. Donc pour éviter que ça rame, 2 petites solutions. C'est de 1, utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-H pour enlever la sélection. Et la deuxième solution, c'est de commencer ici au niveau du cube 1, de faire un cadre de sélection, et de ne pas sélectionner nos images clés. Vous voyez que là, regardez, ça va quand même assez vite. Dès que je prends les images clés, vous voyez, ça rame. Ça rame moins. Donc on y va. Hop là, j'y suis. Je sélectionne ensuite mes images clés. Je refais CTRL-SHIFT-H. Comme ça, on se remet. Et donc, je vais ouvrir DucBassel. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est dans Fenêtre. Et ici, normalement, vous avez vos scripts. Et vous allez aller dans Setup, Automation, et cliquer sur Effecteur. Vous laissez le temps de calculer, et là, directement, vous commencez à avoir votre résultat qui arrive. Donc, par défaut, l'effecteur de Duc, si on va dans les effets, il est en mode cercle. Donc en mode cercle, en fait, ça fait qu'entre le cercle intérieur et le cercle extérieur va se faire la transition. Vous pouvez choisir de faire la transition, donc l'intérieur du cercle, c'est une fois que l'animation est réalisée, donc c'est-à-dire au bout de 2 secondes. Et ce qui est en dehors du cercle, c'est l'état du début. Vous pouvez faire en sorte d'inverser la chose, donc c'est-à-dire commencer du début et faire en sorte que ça s'enlève. Ça peut être une idée. Et généralement, le cercle est bien pour le fait de créer un objet, de lier l'effecteur à l'objet, et lorsque l'objet passe, les choses vont s'en aller. Par exemple, si on fait un petit cube, je vais appuyer sur U pour supprimer les effets, et je vais enlever les animations. Voilà, il se trouve ici, et je vais le mettre au centre, donc c'est 920, 540, je crois. J'y étais presque. Voilà. Si je lie mon cube à l'effecteur et que je commence à bouger l'effecteur, on voit que notre cube dégage les autres cubes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à faire. Sinon, vous avez une deuxième option qui est l'infinite line. L'infinite line, donc dès qu'on a l'infinite line, ça va ne plus prendre en considération la hauteur limite. Donc oui, je remets en circle. Vous voyez que si j'augmente la hauteur limite, ça va augmenter la taille de notre transition. Tandis que si je la resserre, la transition va être beaucoup plus rapide entre les deux. Ça va être beaucoup plus resserré. En infinite line, ce paramètre va se faire avec liner limit. Vous voyez que là, si je l'augmente,
Voilà. Toute la transition se fait entre ça. Donc ensuite, j'ai juste à faire une rotation. Je vais mettre sur 45. J'anime l'effecteur. Donc, je fais apparaître le paramètre de position. Je vais faire ça sur 3 secondes. Je décale ici. J'appuie sur N pour reprévisualiser que jusque-là. Et ce que je vais faire une prévisualisation. Alors moi, j'aime bien utiliser différentes choses ici. Et pour moi, le ALPAV numérique 0, ça va faire que j'ai ignoré 2 images à chaque fois et avoir une résolution d'un quart, ce qui va être beaucoup plus rapide pour prévisualiser l'animation. De toute façon, vous ne pourrez voir vraiment le résultat final qu'en faisant un rendu. Surtout que j'avais enlevé des lumières. Si on rajoute en plus les lumières, ça devrait accélérer le temps de rendu. Mais là, j'ai quelque chose d'assez acceptable dans mon workflow pour pouvoir me rendre compte si ce que j'ai fait est bien ou pas. Donc là, voilà, on voit très bien que notre transition fonctionne super bien et très fluide. Donc voilà, après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi jouer avec la caméra. Donc j'ai dupliqué cette caméra. J'ai passé en 4 vues, ouais. Et je vais bouger la caméra. Donc là, on est sur la caméra active. Ici, je vais me mettre en mode devant. Voilà, et je vais déplacer la caméra sur la droite, par là. Dans la vue de haut, je vais la mettre sur Z. Je vais ensuite changer sa rotation, je crois que ça va être sur Z aussi. Voilà. Donc moins 90, ce qui fait qu'elle tourne comme ça. Et le point de ciblage, je vais le mettre comme ça. Et là, ici, dans la caméra active, voilà, on va commencer à avoir une vue un peu plus en perspective. Donc, j'ai juste à peut-être rapprocher un peu la caméra. Je vais me remettre en une vue et en une vue, donc c'est là. Voilà, et je vais appuyer sur C pour faire apparaître l'outil caméra et je vais commencer à me déplacer et zoomer un peu plus. Voilà. Et vous voyez qu'on peut avoir quelque chose quand même d'assez intéressant. Il aurait peut-être fallu que je fasse plus de cubes. Ça manque d'une ou deux rangées de cubes pour justement combler un peu ces noirs, parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Mais de toute façon, je vous ai mis un fichier After Effects avec différents types de transitions, comme ça, différents types d'animations. Vous pourrez voir un peu comment c'est fait et vous pourrez créer les vôtres. C'est un peu le but. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réenclencher les lumières. Et surtout, aller ici dans la petite icône, la clé à molette, et augmenter. Donc, dès que vous avez des réflexions, du grain au niveau des réflexions, vous pouvez directement aller dans les extrêmes, puis dans les extrêmes, vous aurez en plus de l'anti-aliasing, ce qui est plutôt pas mal. Ça va mettre plus de temps à calculer, évidemment, mais vous aurez évidemment un meilleur rendu. Vous voyez que là, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Énormément de temps même, mais en moins, vous aurez un beau rendu. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si ça vous a plu, mais aussi si vous avez des axes d'amélioration à me suggérer. J'espère trouver bientôt un autre sujet pour vous faire un autre tutoriel que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne création. À bientôt!